Je crois que les gens ont été satisfaits de la dernière vidéo. On peut pas faire moins compréhensible que la première japanologie, pas vrai? Ouais, mais vu la fin de la dernière, va falloir éclaircir plein de points. Alors on devrait s'y mettre tout de suite. Allez, en voiture Simone. Par pitié, dis plus jamais ça. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de ce sujet, je vous y renvoie. Je suis Akablu Taiga et aujourd'hui je vais continuer à vous parler de Jomon. Donc nous nous étions arrêtés en évoquant le fait que les gens de Jomon vivaient dans des maisons, comme tout peuple civilisé en fait, mais la question qu'il convient de se poser, c'est comment peut-on interpréter les informations à notre disposition dans un objectif archéologique? Il est intéressant de collecter des informations dans le but de répondre à une question préalablement posée. Et en français? Bon, trouver des vieux objets c'est bien. C'est de toute beauté. Mais savoir ce que ça nous apprend, c'est mieux. C'est pour ça que l'intérêt de vous parler bêtement d'objets anciens est limité. Il est bien plus intelligent non pas de simplement vous montrer des objets importants, mais de vous expliquer pourquoi ils le sont. Et oui. Par exemple, les pots c'est joli, mais si je vous en ai parlé, c'est parce que leur importance du point de vue de la civilisation est capitale. Les pots signifient civilisation, pas juste fait qu'il y avait des pots quoi. Gardez donc à l'esprit que je vais passer du temps à détailler l'intérêt archéologique de ce que je vais vous exposer. Donc, on s'est arrêté où la dernière fois? Les maisons! Ah oui c'est vrai. Donc du côté du Jomon ancien, c'est-à-dire moins 6500 avant notre ère, on retrouve des traces de sites d'habitat groupés et des petits hameaux de 5 à 6 maisons. Bon, quand je dis maison, on est plus proche du taudis Minecraft de ton petit frère que de la pub Leroy Merlin, mais c'était des maisons. Bon, pour commencer avec un point qui peut sembler assez basique mais qui est assez révélateur de la capacité d'adaptation de la population selon moi, c'est l'emplacement de ces maisons. Pour faire simple, le Japon, c'est beaucoup de relief. Hormis la plaine du Kanto qui se trouve ici, on retrouve assez peu de terrain véritablement plat et étendu. Pourquoi c'est important me demanderez-vous? Pour le second point que je vais aborder. Bon, c'est un secret pour personne, mais le Japon est la cible de catastrophes naturelles très fréquentes. Parmi les phénomènes naturels récurrents, on retrouve les activités sismiques, le risque volcanique dû au grand nombre de volcans en activité sur le territoire, fait qui sera important pour plus tard, et le fait que le Japon est aussi souvent frappé par des tempêtes et des tsunamis, liés aux activités climatiques et sismiques. Maintenant rappelez-vous, le territoire japonais, c'est beaucoup de relief, donc monts et vaux, bosses et creux, montagnes et vallées. S'installer dans un creux, c'est une très mauvaise idée, car le risque d'inondation est C'est pour ça que les hameaux de Jomon sont situés non pas comme on pourrait s'y attendre dans les creux des vallées pour disposer d'un terrain relativement plat, mais à flanc de collines ou de montagnes. On se débarrasse ainsi de la plupart des risques comme les coulées de boue, les inondations qui, vous en conviendrez, sont pas hyper engageantes quant à la question de la vie sur le long terme. C'est ça que je trouve cool. Bon, on peut légitimement penser qu'il y a forcément eu des générations avant qui se sont fait niquer par Amaterasu, la déesse solaire, un jour où elle avait décidé de prendre ses RTT et de laisser la pluie aux commandes, mais les gens s'adaptent. Les hameaux à flanc de colline ont été permis par leur petite taille, donc peu de monde, peu de place dans les forêts, 5 ou 6 maisons, c'est pas beaucoup. Et les populations de cette époque avaient trouvé une super technique pour isoler leur toit. Ils avaient des maisons, certes, mais des maisons semi-enterrées. Ils creusaient des trous dans le sol à une cinquantaine de centimètres de profondeur, plantaient les fondations de leur maison et bâtissaient dans le trou et autour. Ouais, dans la terre. Et je sais ce que vous pensez, non, c'était pas sale, c'était... Non mais je te jure, c'était une bonne idée, la terre ça isole super bien la chaleur, donc c'était bien trouvé. Bon, moi aussi, la première fois j'ai trouvé ça bizarre, mais ça marche, cherche pas. Pour résumer, jusque-là, on a des maisons semi-enterrées regroupées par paquets de 5 ou 6. Tout à fait, voici un coup Pixel. Les hameaux de ce type étaient assez répandus sur l'archipel et démontrent plusieurs aspects. Déjà le caractère semi-sédentaire de ses habitants. Oui, ils avaient des maisons mais devaient se nourrir à base de cueillette et de chasse, il n'y avait ni agriculture ni domestication animale, mais aussi une forme de communautarisme. Les gens vivaient ensemble, d'autant plus que l'on trouvait également dans ces hameaux une maison plus grande ainsi que des maisons sur pilotis qui servaient au stockage des récoltes pour le hameau entier. On avait affaire à une organisation du travail et une mise en commun de l'effort de collecte. Il y avait même plus tard la présence de hameaux un peu plus grands, quelques 200 maisons, ouais un peu plus grands. Par exemple, le site archéologique de Sannai Maruyama situé à Aomori faisait 35 hectares et à peu près 800 maisons. Je vous l'avais dit que c'était un peu plus grand. Donc un hameau pouvait aussi bien être une espèce de petit regroupement de quelques maisons habitées par une douzaine de pecnos qu'un véritable village comparable à une structure actuelle en termes de population avec une organisation collective dans la collecte de ressources et de nourriture, c'est ça qui est dingue. Mais du coup, les grands hameaux pilonnent un peu ma théorie concernant la taille des sites situés à flanc de collines et de montagnes, mais on n'a qu'à dire que c'est magique. Mais du coup, ils avaient des contacts avec d'autres hameaux? Et même encore plus loin. Pour t'expliquer, il y avait aussi dans les hameaux la présence de ce qu'on appelle des kaizuka. En français, on appelle ça des amakokiers ou des putain, pourquoi est-ce que c'est si dur que ça à trouver sur Google Images? C'est pour la faire courte, la déchetterie du hameau. C'était des tas de restes, bien souvent de coquillages ou d'os qui avaient trop servi ou qui étaient des restes impropres à la consommation de repas et qui faisaient souvent plusieurs mètres de haut. Sur une échelle de grandeur, on est quelque part entre une maison standard de l'époque et mon amour pour les génoises à l'orange. On y trouvait par exemple des coquilles de fruits de mer consommés, des os brisés ou des hameçons en coquillage cassé. Mais ce qui pêche, hameçon, t'as compris, lol, je t'emmerde, je suis drôle. Pour l'instant, c'est que ces hameaux se trouvent en général loin à l'intérieur des terres et que les hameçons, ça sert à pêcher. Et oui. Et que pour pêcher et ramasser des coquillages, faut être proche de la mer. Donc un hameçon à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la mer, bah ça sert à rien.
tu commences à comprendre où je veux en venir. Oui, il y avait des réseaux de transport des ressources maritimes des côtes jusque dans les terres, puisqu'il y avait des tas de coquillages dans les terres. Là, on trouve pas de coquillages en temps normal. Non seulement les hameaux communiquaient entre eux, mais en plus on a la preuve de réseaux d'échange de ressources. Il n'y avait pas d'agriculture ni de domestication, mais bien des réseaux d'échange. Il y avait même des réseaux de pêche. Pour la petite info, on a même l'apparition à cette époque des phénomènes de surpêche. On pêchait les dauphins jusqu'à leur quasi-disparition de l'archipel. C'est dingue de constater à quel point le dauphin, c'est la parfaite représentation de l'expression trop bon, trop con. Mais pour en revenir à la question des habitations groupées et des réseaux de transport, personnellement je suis assez impressionné de voir à quel point le développement japonais a été différent de celui auquel on est habitué, et pas uniquement à cause des réseaux de transport et de pêche. À partir du Jomon moyen, de moins 3500 avant notre ère à moins 2500, les températures ont baissé sur l'archipel et les populations ont déserté les sites d'habitat groupés. On ne sait toutefois pas la raison précise qui a causé ce départ, mais tout ce qu'on sait, c'est que les gens ont laissé leur maison et se sont volatilisés. Genre, aucune trace. On n'a aucune idée d'où et comment vivaient les gens. Ouais, entre ça et les dogu, ça fait beaucoup de blanc, hein. Bref, on a retrouvé la trace d'habitation groupée habitée dans le nord de Kyushu au Jomon final. Genre quoi, ils ont juste quitté le serveur pour se connecter 1800 ans plus tard, c'est ça? Allez, on a quelques hypothèses qui pourraient expliquer cette soudaine disparition, comme par exemple la chute des températures. D'ailleurs, ça va être pour moi l'occasion de parler climat. Bon, de ce qu'on m'a appris, le climat c'est une boucle, c'est un enchaînement de cycles allant du réchauffement-refroidissement, le temps se réchauffe naturellement, puis se refroidit conformément à un rythme plus ou moins similaire à l'exemple des saisons. On a une grande période de froid dans laquelle alternent des plus petites périodes d'alternance entre chaud et froid, elles-mêmes divisées en minuscules périodes entre chaud et froid et ainsi de suite. Là, il s'avère qu'on est dans une période de réchauffement global. Mais du coup, vous êtes sûrement en train de vous dire que j'affirme que le réchauffement climatique, ce n'est pas notre faute que le temps se serait réchauffé quoi qu'il arrive. Oui et non. Oui dans le sens où, avec ou sans nous, le temps se serait réchauffé, mais non dans l'idée qu'on a aussi un impact sur le climat, un impact indéniable. Quand on nous dit que le climat se réchauffe à cause de nous, c'est pas des conneries, je ne conteste pas ce fait. Mais ce n'est pas entièrement de notre faute, loin de là. Faut trier ses déchets et recycler en privilégiant les énergies renouvelables, c'est sûr et certain, mais on ne doit pas non plus s'auto-flageller gratuitement, même si on n'aide pas à garder la terre au frais, mais genre loin de là, le réchauffement climatique devait arriver, et avec ou sans nous, il serait arrivé. Et pour en revenir à Jomon, la disparition des populations dans les sites d'habitat groupés correspondait justement à une période de refroidissement global. C'est pas une réponse sûre à 100%, mais c'est une hypothèse que je trouve intéressante. Bon, maintenant vous vous demandez sûrement comment on a retrouvé toutes ces traces. J'ai dit, vous vous demandez sûrement comment on a retrouvé toutes ces traces. Comment on a retrouvé toutes ces traces? Ah, je suis content que la question devienne naturellement. Bon, on va y aller simplement, les maisons des habitations ont fini par disparaître avec le temps, mais on les a retrouvées grâce aux trous creusés pour les enterrer. Le sol a une sorte d'harmonie, une empreinte géologique qui est comme une fresque colorée, et quand on creuse et qu'on déplace de la terre, on détruit de manière irréversible cette harmonie. C'est comme prendre une pièce d'un puzzle et la placer autre part. Peu importe la taille de la pièce, en y faisant attention, tu finiras toujours par trouver quelque chose de pas harmonieux. Donc en trouvant l'emplacement de ces trous grâce à des recherches géologiques, on a également trouvé les fondations des maisons, ce qui nous a permis de déterminer que les maisons étaient semi-enterrées. Et comme le territoire japonais a, comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, une forte activité volcanique, les sols sont composés de plein de minéraux différents en fonction des volcans à proximité, donc c'est encore plus facile de déterminer d'où vient quel type de terre. C'est littéralement comme une carte d'identité de la terre au millimètre près. Et pour les Kazukika? Hein? Les Kakikusa? Ah, les Kaizuka, ils se sont fossilisés, ils ont résisté à l'acidité des sols et ont pu rester à découvrir aux générations à venir. Ces coquillages sont plus forts que tes os donc. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est de constater l'évolution des styles de manufacture. Comme je vous l'avais déjà dit, Jomon c'est super long et en 10 000 ans, à travers l'archipel, les styles évoluent et inéluctablement, on trouvera des versions différentes du même objet. C'est pratique car c'est un indicateur de la tendance culturelle de l'époque. On a une idée plus précise de l'influence culturelle en cours dans la partie concernée de l'archipel où la découverte a été faite. Un même objet dans son principe peut nous apprendre à tout un tas de choses en fonction de son habillage. On se base donc sur les données géographiques et historiques. Du coup pour les dogu, on passe de ça à... C'est tellement beau. Eh mais c'est un Pokémon ça. Quoi, sans déconner? Putain, t'es qui toi? Moi, je suis la nouvelle voix qui vient tout juste passer le casting, mais on s'en balèque un peu. Aussi regarde ton truc avec la gueule de grenouille boulimique là, c'est clairement Kaorin. Ah putain, t'as raison. Merci. Toi. Mais de rien ma gueule. Et oui, il est évident que Jomon a influencé pas mal de la culture pop d'aujourd'hui. Ça tombe bien, on parlait de l'évolution des styles, je vais en profiter pour vous parler de l'évolution des peaux de Jomon. Lors des expositions, on aime bien mettre en avant ce genre de peaux. Ils sont très jolis, mais également bien plus rares. Ça donne l'idée fausse que tous les vases étaient similaires à l'époque, alors que comme je vous l'ai déjà montré, les peaux étaient très souvent bien plus simples. Faut comprendre que les musées, bien souvent, au-delà de vouloir vous montrer quelque chose de vraiment représentatif de l'époque, voudront vous impressionner avec des beaux objets, et c'est compréhensible. En général, tu paies pas ton entrée pour venir voir des vieux
vieux pot qui ressemble à un tas de glaise séchée qui aurait été offert par ta petite sœur et qu'elle a fabriqué au centre aéré un mercredi matin qui va servir à ranger tes clés. Les gens veulent de l'inconnu, des beaux objets, et y a aucun mal à ça, c'est même comme ça qu'on découvre une culture. Cependant, faut aussi faire la distinction entre un bel objet rare et surreprésenté dans les musées pour faire sensation, et une véritable dépiction de la réalité de l'époque. Mais ces pots à décoration évoquant des flammes sont totalement la base d'inspiration des gardiens de Breath of the Wild. Ça peut créer de la paranoïa dans les musées. Et demain, je veux une vidéo théorie expliquant que Breath of the Wild se passe dans notre monde. Tout le lore, ou presque, se base sur l'esthétique Jomon quant à la découverte des créatures divines datant de 10 000 ans dans le passé d'Hyrule. Et même dans nos dates à nous, ça colle plus ou moins. Genre, regardez la gueule des gardiens et osez me dire qu'il n'y a pas quelque chose. C'est sympa de connaître l'origine des jeux qu'on aime, hein. Mes yeux se sont ouverts à une nouvelle réalité. Ah, j'étais pareil la première fois. Tu veux notre cookie Excel? Il était évident que des influences telles que celle-ci allaient se ressentir dans la culture actuelle. Puis il faut dire que Pokémon allait pas se priver de le faire, hein. Mais les influences historiques japonaises ne sont pas faites uniquement sur la base de Jomon. J'ai volontairement omis de vous parler en détail de la dernière période de Jomon, le Jomon final, donc pour une raison simple. Durant le Jomon final, dans une partie du Japon, on était déjà arrivé à une nouvelle ère, la précédemment nommée ère Yayoi. Oh mais la fait Yayoi donc. Dans l'est de l'archipel, on était au Jomon final, mais à l'ouest, en moins 800 avant notre ère, on était passé au Yayoi archaïque parce que les gens du continent sont arrivés par l'ouest pour apporter leur culture au Japon. L'ouest était sensiblement plus développé que l'est et disposait déjà des avancées technologiques que l'on attribue au Yayoi, comme la riziculture, l'écriture, l'administration ou le bronze. Et tandis qu'une partie de l'archipel vivait une nouvelle ère grâce à ses nouvelles avancées technologiques et ses techniques agricoles, une autre partie continuait à vivre selon le mode de vie de Jomon, car la diffusion d'une culture, et surtout à cette époque, c'est quelque chose de très lent. Mais je ne vous en parlerai pas plus ici, c'est une autre époque que Jomon après tout. Et est-ce que ceci est un cliffhanger pour le prochain Japanologie? Oui. Hey camarade, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker, tout ce que tu connais. Normalement, je sors une vidéo tous les moins de 6 mois, donc n'hésite pas. Hein. Allez, salut!